Bonjour et bienvenue à Saint-Ginier dans le diocèse de Marseille. Je suis le père Julien Fleury pour une nouvelle vidéo sur le Saint-Suaire. On trouve pas mal d'articles sur le net qui font état de petites pièces de monnaie romaines que l'on pourrait voir, semble-t-il, sur les yeux de l'homme du Suaire. Avec cette vidéo, je me penche donc sur ces pièces qui, en plus, permettraient de dater précisément le linceul. Et j'en profite pour vous parler aussi de ces autres images ou empreintes laissées peut-être par des objets qui auraient été déposés à l'intérieur du linceul. Des experts du Saint-Suaire se sont penchés sur cette question. Et vous verrez que c'est un sujet très intéressant. L'histoire sur ces images secondaires commence au début des années 80. C'est le père Philas qui, le premier, a fait des recherches sur l'empreinte d'une pièce de monnaie sur le linceul de Turin. Il a déclaré que cette empreinte correspondait, selon des experts en numismatique, à une petite pièce, un lepton romain. La piécette aurait été fabriquée en Palestine entre les années 29 et 32 de notre ère, sous le règne du gouverneur Ponce Pilate. Alors on ne voit pas les pièces elles-mêmes, mais on peut noter des similitudes entre la région des yeux et les pièces de monnaie de l'époque. Et c'est ce qu'on appelle des points de congruence, et le père Philas en avait noté 14. Il en tirait la conclusion que le linceul était bien authentique. En 1983, Oswald Scheuermann, un professeur allemand en physique, a déclaré quant à lui qu'il pouvait distinguer d'autres images sur le Suaire, des images de fleurs autour du visage de l'homme du linceul. En 1985, l'idée a été reprise par le professeur Alan Wenger, et selon lui, il s'agissait d'une couronne de chrysanthèmes. Lui et son épouse Marie ont poursuivi l'analyse des photos du Suaire, et ils ont énuméré 28 types de plantes en s'appuyant notamment sur les photos en noir et blanc prises en 1931, et sur des études portant sur la flore en Palestine. En 1995, les époux Wenger ont sollicité l'aide d'un botaniste, Avinoam Danin, dont le domaine était les plantes poussant en Israël. Un spécialiste sur les pollens en Israël les a aussi rejoints, le professeur Uri Baruch, et ce dernier travaillait sur des poussières et des pollens prélevés en 1978 sur le Suaire à l'aide de bandes collantes. Ensemble, ils en ont conclu que les pollens et les images de fleurs correspondaient parfaitement et permettaient de dresser un calendrier et une carte géographique, les deux pointés quelque part entre Jéricho et Jérusalem au printemps. Selon Wengers et Danin, des centaines de fleurs pouvaient être répertoriées. Beaucoup autour de la tête, mais aussi plus bas et jusqu'à la taille. Leur article est paru en avril 1997. En 1998, les recherches des époux Wengers vont prendre une autre direction. Des objets auraient également laissé des traces sur le Suaire. Le premier objet trouvé aurait été un gros clou d'une vingtaine de centimètres sur l'image dorsale du Suaire, au niveau de la taille et à gauche. Ils utilisaient l'image en noir et blanc d'Henry de 1931. Mais si on utilise cet outil disponible sur Internet, qui s'appelle le Shroud-Scope, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour s'apercevoir que sur la photo en positif du Suaire, eh bien, il s'agit non pas d'une trace de clou, mais d'un pli et rien d'autre. Brièvement, je rappelle quand même que vous pouvez étudier par vous-même le Suaire sous toutes ses coutures avec des images en très haute définition. Il s'agit du Shroud-Scope. Et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo un petit peu plus bas. Le Shroud-Scope est composé d'une superposition de plusieurs images que vous pouvez agrandir, tourner, copier, etc. Et il y a la photo d'Henry en noir et blanc, qui date de 1931. En négatif, un pixel correspond à 4/10 de millimètre, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a également les images de 2002 de Durant dans une meilleure définition, où un pixel correspond à 2/10 de millimètre. Enfin, la zone du visage est visible dans une meilleure définition où un pixel représente 8 centièmes de millimètre, c'est-à-dire 80 microns. Et toutes ces photos sont disponibles en deux versions, verticale et horizontale.
Alors, si vous avez même des lunettes appropriées, vous pouvez voir la photo d'Henri en 3 dimensions. Sur Internet, vous ne trouverez pas de meilleures images que sur le Schwarzkopf. Une autre image sur laquelle se sont penchés les époux Wengers correspondait, selon eux, à l'extrémité en fer d'une lance. Pas facile à percevoir, parce que la partie supérieure, la plus pointue, se perd dans une tache d'eau. Et ce serait la forme d'une lance romaine de l'époque, c'est elle qui avait été utilisée pour s'assurer de la mort de Jésus. Là encore, la comparaison entre les 2 images, celle d'Henri et celle de Durant, à partir du Schwarzkopf, permet de réfuter cette théorie. Et on peut s'étonner même que le centurion romain, juste après la crucifixion, ait pu donner l'extrémité de sa lance pour la donner aux disciples. Alors parmi les autres objets recensés par les époux Wengers, il y avait aussi la couronne d'épines, une éponge attachée au bout d'un bâton, un marteau, une tenaille, des fouets romains, des dés, une corde, des sandales. Tous ces objets, selon les Wengers, auraient été déposés à l'intérieur du linceul et seraient apparus sur le suaire de la même manière que le reste du corps. En parallèle avec ces études sur les fleurs et d'autres objets, il a été question aussi d'inscription. Piero Ugoletti est le premier à parler de lettres latines. Avec un professeur de langues anciennes, ils ont publié leurs résultats en 1979. En 1982, le père Dubois, un Français, a confirmé ces inscriptions latines et a signalé l'existence de caractères grecs sur le côté droit du visage. Dans les années 90, André Marion et son élève Anne-Laure Courage, de l'Institut d'optique théorique appliquée d'Orsay, ont repris leurs travaux et ils ont appliqué différents traitements numériques aux images du suaire et ont déclaré avec certitude que des lettres apparaissaient effectivement sur le linceul. Ces lettres formaient des mots dans un mélange de grec, de latin et d'hébreu. Ces lettres disposées autour du visage étaient en forme de U, 2 U plus exactement, le plus gros contenant le plus petit. Et la base du U se trouvant au niveau du cou. Ces lettres auraient été inscrites sur des supports en bois pour caler le visage de l'homme du suaire. Ce qui paraît improbable, puisque un seul morceau de bois aurait suffi. D'autre part, il n'est pas fait mention de ces objets dans les évangiles, alors que c'est l'évangéliste Saint Jean qui décrit en détail l'intérieur du tombeau. Enfin, il faut noter qu'on n'a jamais trouvé rien d'équivalent dans les rites funéraires de l'époque. Alors, si vous regardez dans d'autres livres, chez d'autres auteurs, les lettres peuvent être différentes et peuvent donner lieu à d'autres interprétations. Bref, il est vraiment difficile de voir une logique dans tout ça. Apparemment, les inscriptions, si elles existent, n'auraient pas été écrites au même moment, ni par le même auteur, ni dans la même langue. Les signes, en plus, sont sombres ou clairs et souvent enchevêtrés. Selon les spécialistes de langues anciennes, les mots en tant que tels n'ont pas de sens grammatical, à moins d'être interprétés comme des abréviations. Enfin, la plupart n'apparaissent qu'après traitement de l'image par des filtres numériques. Et selon les algorithmes utilisés, il est tout à fait possible de mettre en valeur un signe plutôt qu'un autre. Alors pour conclure, je reprendrai simplement ce que beaucoup pensent de ces prétendus objets, fleurs et signes et inscriptions qui apparaissent sur le linceul. Il ne s'agit plus du linceul de Turin, mais du linceul de Rorschach. Alors vous connaissez le test de Rorschach, on étale de l'encre sur une feuille qu'on plie ensuite en 2 et on vous demande d'interpréter la forme qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le test de Rorschach. Et peu importe la forme finalement, ce qui est important pour le psy qui vous écoute, c'est ce que cette forme suscite en vous, ce qu'elle vous rappelle. Enfin, même si ces théories sur les images secondaires du linceul sont très répandues aujourd'hui, elles sont loin de faire l'unanimité dans la communauté des spécialistes du Saint-Suaire. Et pour reprendre l'argument de Barry Schwartz était photographe de cette équipe du Sturp qui est intervenu en 1978 pour prélever le maximum de données sur le suaire. Il est aussi le fondateur d'un site assez extraordinaire qui s'appelle shroud.com, que je vous conseille. Donc selon lui, en elles-mêmes, les fibres de lin sont trop épaisses pour pouvoir reproduire des inscriptions ou de petites pièces de monnaie.
Alors excusez-moi cette comparaison qui peut vous paraître un peu triviale, mais ce serait comme essayer de peindre une miniature avec des crayons gras. Ça paraît difficile. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Sur notre site, vous trouverez surtout des commentaires de l'Évangile, mais nous avons aussi toute une série de vidéos sur le linceul de Turin, si le sujet vous intéresse. Et donc pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt.